Bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de Chrome et Calandre. Après Citroën, Triumph et Ford, on s'intéresse aujourd'hui à un constructeur japonais avec la Honda S800 de Christian. Au sommaire de ce 4e carnet de route de Chrome et Calandre, un week-end de passionnés à Beaulieu en Angleterre. Un rendez-vous immanquable pour les passionnés des véhicules anciens. Avec Seb, on parlera de l'allumage. Et pour finir, rencontre avec Willy Goodson, pilote, carrossier, restaurateur, 30 ans de passion autour d'une voiture mythique, la Renault Alpine. Was left to us in here. Do you know that you should be the one to? Could you tell me, dear, what's left to us in here? Do you know that you should be Bonjour the Christian. one to? Oh, bonjour Jean-Marc. Je cherchais après toi et Monique m'a dit va voir chez Marc Betrancourt, il est en train d'admirer les avions. Ah oui, effectivement. Alors, Parce comme je sais que c'est ta première passion, l'aviation. Ah, c'est ma première passion, oui. Et on va dire pratiquement de ma vie de jeune homme. Ouais. Alors tu n'étais pas dans l'aviation, tu n'as jamais été pilote, Non, mais tu faisais de l'aéromodélisme. j'ai fait de l'aéromodélisme, puisque bien que j'ai passé mon petit brevet d'aviation léger, de toutes les façons, mes moyens ne me seraient pas permis de pratiquer l'aviation légère. Donc j'ai préféré bien faire les choses et faire ce qui était à ma portée, c'est-à-dire l'aéromodélisme. Oui, parce que ta passion surtout, quand on parle d'aéromodélisme, c'est la mécanique. Alors c'est la mécanique. Alors c'est beaucoup plus effectivement la partie mécanique que la partie construction, on va dire bois à l'époque. Mais par contre, j'ai fait beaucoup d'initiation aéronautique auprès des jeunes, donc je sais aussi pourquoi un avion vole. Voilà, ok. Et cette passion de la mécanique t'a amené tout droit à l'automobile. Une passion qui t'est venue de ton père, je crois. Oui, effectivement. Alors l'automobile, c'est quand même la mécanique du XXe siècle. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours vu mon père avec des voitures qui marchaient bien. Et forcément, quand j'ai été chercher une traction en 49, je n'ai pas oublié, j'ai été quai de Chavel, je l'ai accompagné pour prendre une traction. Et ça m'est resté. Voilà. Donc, et après, par ton métier, parce qu'on t'appelle Christian apparemment, mais il y a certains t'appelaient JR parce que tu étais dans la recherche pétrolière. Alors j'étais dans la recherche pétrolière, c'est venu par hasard, mais étant amené à monter un laboratoire au Moyen-Orient, j'étais donc stationnaire au Moyen-Orient. Et là-bas, toutes les voitures, à part quelques très belles voitures américaines et quelques Rolls pour les émirs, tout le reste, c'était voitures japonaises. Et c'est là que tu as découvert la mécanique japonaise. C'est là que j'ai découvert la mécanique japonaise et en particulier la marque Honda, parce que c'était celle qui représentait pour moi les techniques les plus intéressantes et qu'on commençait à appliquer en Europe. Alors en plus tu étais amoureux des belles mécaniques, mais dans les belles mécaniques tu cherchais surtout des voitures en traction avant. Exactement, traction avant, et puis les 4 roues indépendantes, et surtout un moteur très performant. Or, il y a effectivement la seule marque qui correspondait à ça, c'était la marque Honda. Et donc j'ai découvert, parce qu'à la boîte, j'en avais une comme voiture de service, et après j'en ai acheté une en 79, une Accord que j'ai d'ailleurs ramenée en France. Et ça, c'était les fameux moteurs double arbre à manette, c'est ça? Pas la première. Pas encore. Les premières n'étaient pas double arbre à manette, mais elles avaient cette technologie qui me plaisait. Donc c'est ensuite, par la suite, en France, que je suis revenu sur des modèles un peu plus petits, découpés, et découpés essentiellement les découpés civiques. Alors j'ai eu c'est là que j'ai découvert les belles mécaniques injection de Honda en 12 soupapes et ensuite en 16 soupapes. En double arbre, bien sûr, en double arbre à cam, puisque c'était un peu la spécialité des moteurs Honda. Pendant toute ta carrière, tu as continué à rouler à Honda.
Et au moment de la retraite, tu as eu une visite sur Montlhéry, je crois. Exactement. Alors, ça s'est fait d'une manière opportune, puisque quelqu'un m'a proposé d'aller à Montlhéry. Lui, il avait une petite alpinette bleue. Et donc là, il y avait le stand Honda qui exposait les Honda S800. Et en plus, j'ai eu la chance d'en voir une tournée sur le circuit. Et ça, on ne l'oublie pas parce que c'est un bruit très caractéristique d'un petit moteur de 800 cm3 qui tourne quand même à 10 000. Oui. Et ça, c'était ton premier coup de foudre pour la S800. Oui, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut d'abord que j'arrange un petit peu mes affaires, mais dès que je pourrais, j'achèterai une S800. Et là, tu as découvert le club Honda? Alors là, j'ai découvert le club Honda qui, 2 ans après, en 79, m'a dit, écoute, il y a une annonce, je ne la connais pas, elle est apparue dans un journal, elle a l'air très bien, en plus c'est un cabriolet, c'est ce que tu souhaites. Alors je suis allé le chercher. Juste avant de découvrir la S800 de Christian, on va faire un détour par l'Angleterre. Du 10 au 11 septembre dernier, on est allé à l'Auto Jumble, le festival automobile de Beaulieu dans le sud du pays. Des centaines de voitures à vendre, plus de 2500 exposants en pièces détachées, un musée dédié aux 4 roues. Beaulieu, c'est l'un des plus importants rendez-vous européens pour les passionnés. Saint-Ger. So originally it was a French car? No, American. Always an English car. Yeah, okay. At first it was a sewing machine, you know, for the... Yeah. Then they made a special guy. Et qu'est-ce qui vous intéresse exactement cette voiture? Je voulais l'acheter. Et puis malheureusement, quand je suis arrivé aujourd'hui, ce dimanche matin, la voiture est vendue. Ah mince, elle est vendue à qui? Un Français apparemment. Il a acheté hier après-midi sur un coup de cœur pour la somme de 30 000 livres. Et il y a tout l'historique de la voiture. Here's the racing, many photographs, and here is the recovery vehicle. Yeah. And here is the history. Je ne suis pas un spécialiste dans cette marque, Jean-Marc connaît un peu mieux, mais Singer c'était la même marque que les machines à coudre, que les Français connaissaient bien à une époque, et Singer a produit également des voitures. Ok, d'accord. Mais ça je ne savais même pas, et des motos Des visiblement. motos et des voitures. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier cette It's a voiture? Singer, not a Singer. Auto Singer. Elle a de particulier parce qu'elle a un historique de course. Elle a réalisé des courses, enfin plutôt des balades un petit peu poussées que des courses, des montées dans la boue, etc. C'est pas une voiture rapide, mais elle a un historique. Et les Anglais et même les Français sont très sensibles à l'historique d'une voiture. Les Anglais, par exemple, vont payer, ils peuvent payer 30 à 40% de plus la voiture si elle a un historique de course reconnu et qu'elle a un historique en général. What is it for? What do you think? Ouais, je peux vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, ah oui, alors la mascotte, je l'ai laissée parce que je voulais encore donner quelque chose. J'ai acheté une copie de vieux klaxon, un peu des années 20 ou 30, et des petites choses comme ça qu'on met sur la voiture, qu'on a une voiture anglaise par exemple.
Et la mascotte, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi parce que je dois aller chercher le complément pour payer la personne. Alors Voilà. vous, Beaulieu, c'est la première fois, c'est plutôt une réussite ce salon alors. Ah ouais, vraiment je suis surpris parce que tout le monde dans le club m'avait dit que c'était très bien et c'est vraiment gigantesque, quoi. On trouve absolument tout. Après les prix, c'est toujours pareil, ça peut être discutable, mais on trouve tout ce dont on peut rêver, aussi bien sur l'automobile en elle-même, sur les vieilles voitures, que sur les pièces et tout ce qui gravite autour. Et moi, quand j'ai pas besoin d'acheter des pièces détachées, j'adore acheter quelque chose qui gravite autour de l'automobile. Et tous les collectionneurs sont un peu comme ça, de toute façon. Bon alors Christian, on va la voir cette voiture? Ah mais bien sûr, avec plaisir, présenter cette petite mécanique, puisqu'elle est vraiment très petite. Alors, Et ouais, alors l'histoire d'Honda, c'est une histoire récente en fin de compte. bah, effectivement, Soichiro Honda qui est arrivé sur d'abord par les petits moteurs, ensuite les motos et ensuite la voiture. Ouais, parce que c'est un motoriste au départ. C'est un motoriste, hein, c'est quelqu'un. Avant tout un motoriste. Hein, il commence en 1948, hein, c'est ça. Et il va équiper des vélos d'un petit moteur qu'il a récupéré. Oui. Et il va travailler la moto, il va travailler la motoculture, il va travailler le groupe électrogène. Plus tard, il fera de l'aviation. Enfin, il met ses moteurs un peu partout, quoi. Il met ses moteurs un peu partout, mais je pense, enfin je ne peux pas parler à sa place, mais je pense qu'il voulait à tout prix de la petite motorisation et on va dire Oui, performante. parce que tu as raison, parce qu'il commence avec sa première voiture en 1962 avec la S360. Hein, 350 cm3, parce qu'il y avait une histoire de taxes, de loi à l'époque, déjà au Japon, pour travailler sur cette voiture. Et avec un record du monde, après je te laisse parler, un record du monde, parce qu'on était à plus de 90 chevaux au litre pour l'époque. Ce qui est quand même impressionnant, quoi. Effectivement, et il faut dire que Soichiro Honda, au début de ces années 60, s'est quand même lancé dans la Formule 1 et il a quand même gagné un grand prix. Oui, parce que Bon. c'est vraiment le motoriste, il sait faire de la voiture, il l'a prouvé. En 62, après on va passer 63, 64, il passe à la S500, la S600, et on arrive sur cette S800 qui est celle-ci. Et oui, la S800, en fait, a duré 4 ans, grosso modo, de 66 à 70, puisque celle-ci qui a été effectivement vendue en février 70, c'était le modèle 68. Ils épuisaient le stock. En 70, il n'a pratiquement plus été vendu de voiture. Avec un moteur fabuleux, un 800 cm3, pour une puissance de 72 chevaux. 72 chevaux, et qui montait dans les tours. La zone rouge est à 8500 tours, quoi. Ou 9000 tours. Ouais, Oui, 9000 effectivement, on peut dire que c'est même amusant de la monter à 9000 tours parce qu'elle y va allègrement. Donc, si tu veux, Jean-Marc, je vais te la faire écouter. Ah ben ça, très volontiers, là. C'est un bruit très caractéristique. Alors on écoute ça. Avant de parler mécanique avec Christian, un petit détour par l'atelier pour les conseils de Seb. Bonjour, nous revoilà pour un des nouveaux conseils. Aujourd'hui, ça sera basé sur l'allumage. Par premier temps, on enlève la tête d'allumeur. On la déclipse. Hop. Voilà la tête. Les vis platinées se trouvent ici, au bout de mon tournevis, ainsi que le condensateur. Ceci est un doigt d'allumeur qui distribue le courant à chaque bougie dans l'ordre d'allumage. Les vis platinées se trouvent ici, ainsi que le condensateur. Sans oublier de huiler régulièrement la petite feutrine pour éviter une usure prononcée du patin bleu qui se trouve ici.
Maintenant, je vais vous faire voir plus précisément un allumeur de plus près. Donc c'est un allumeur rotatif à 4 cames, comme un 4 cylindres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le nombre de cames, c'est par rapport au nombre de cylindres. Donc ici, on y place les vis platinées, à cet endroit-là. On insère le petit fil en passant ça. Les vis platinées, on les place ici, comme cela. Donc là, on va régler les vis platinées et on contrôle. Le réglage est impeccable. Quand l'allumeur tourne, la came appuie sur le patin qui ouvre les vis platinées. Dès que la vis platinée est ouverte, ça crée une étincelle liée à la bobine qui est redistribuée après par la tête et le doigt. Le doigt d'allumeur, c'est ici, qui sert à distribuer l'électricité. Le courant arrive par le plot central et ressorti ici, qui est en appui sur le doigt et réparti sur les 4 cylindres. Et voilà un allumeur complet d'Austin Mini. Et donc maintenant qu'on a vu le fonctionnement et le réglage de l'allumeur, on va pratiquer au contrôle des bougies si nécessaire en remplacement. Par simplicité, il est préférable de repérer les fils de bougie. Ça évite de chercher au préalable. Cylindre numéro 1, 2, 3, 4. Toujours faire attention que la bougie ne casse pas au desserrage. Là, on voit que la Mini consomme un peu plus d'essence, elle est trop riche en carburant. La bougie est noire, elle devrait être couleur rouge brique, donc il suffit de la nettoyer. On la nettoie à l'aide d'une brosse métallique pour qu'elle reprenne son aspect d'origine. On prend un léger filet de graisse pour éviter tout grippage. On va effectuer le serrage de la bougie. Donc il consiste à rapprocher la bougie légèrement bloquée, jamais forcée, sinon elle casse. On a 13 degrés d'avance pour une tour minute moteur. Donc ceci est correct. Donc là, on a effectué un contrôle à la lampe stromboscopique. Le réglage était OK, mais si vous en avez trop ou pas assez, il suffit de jouer avec l'allumeur. Soit vous le tournez sens inverse ou dans l'autre sens pour arriver au bon degré d'avance d'allumage. Parce que si vous en avez trop, vous allez faire de l'auto-allumage. Si vous n'en avez pas assez, vous allez très mal démarrer, vous allez avoir des trous à l'accélération, mauvaise qualité aussi en pollution, parce que tout ça sur les anciennes voitures, tout est lié. Si vous n'avez pas la bonne avance, vous allez polluer, vous allez moins rouler, vous allez consommer. Donc c'est toujours, il faut contrôler à la lampe strobo. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils. Alors, on a écouté ce bruit mélodieux de ce S800. La voiture, quand tu l'as achetée, elle n'était pas dans cet état-là. Oh non, malheureusement, elle n'était pas dans cet état, même si elle semblait l'être. Elle a été effectivement vendue comme roulante, mais très vite, je me suis aperçu que ça, pour des raisons de sécurité, déjà premièrement, et puis le plaisir de la conduire, je pouvais pas la laisser dans cet état. Alors là, tu as tout démonté, hein? Alors, j'ai toujours procédé par étapes, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu immobiliser totalement un véhicule. D'accord. Donc, j'ai d'abord procédé à ce qu'elle roule, oui, en sécurité, avec des freins, et puis le moteur qui marchait à peu près. J'ai refait tout ce qui touche l'allumage, des choses comme ça, les éclairages.
Et quand ça a commencé à bien marcher, je l'ai fait passer en carrosserie parce que forcément je ne suis pas équipé pour faire de la carrosserie. Donc là, tout a été déposé, y compris le pare-brise, le moteur, et elle est passée en carrosserie. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement il y avait quand même pas mal de travail. Voilà. Comme les européennes, le traitement de la carrosserie n'était pas encore, c'était pas encore les belles années, quoi. Oui, et puis je pense qu'elle n'a jamais été pensée pour durer. C'était un petit moteur brillant que beaucoup ont bousillé parce que malgré tout, il faut de l'entretien, quoi. Il ne faut pas taper dedans Ouais. trop vite. Et puis il faut aussi voir qu'une 2 places ne pouvait pas s'adresser à tout le monde. Beaucoup, une fois qu'ils sont eus pendant 2 ans, ils ont abandonné ce genre de véhicule. Et dans sa couleur d'origine? Alors, c'est le Golden Yellow de 1968 que j'ai pu retrouver car les carrossiers avaient les fiches pour retrouver exactement les teintes d'époque. Mais ouais. Effectivement, c'est la teinte référence pratiquement sur tous les catalogues Honda. C'est une très belle restauration. En plus, t'en as eu la récompense parce qu'elle a été exposée à Rétromobile. Alors, elle a été exposée à Rétromobile. Effectivement, j'ai été choisi parce que quand même en région parisienne, il y en a quelques-unes. Il y en a quand même une bonne trentaine. Mais effectivement, en Golden Yellow, c'était quasiment la seule. Alors, donc, elle a été exposée assez couramment. Et sur le stand de Honda, on t'a même mis d'ailleurs le fameux écusson que l'on voit ici, du cinquantenaire de chez Honda. C'est une très belle récompense. C'est une belle récompense. Et surtout, la récompense, c'est que les journalistes automobiles ont effectivement reconnu l'intérêt de ce véhicule qui n'avait jamais été exposé. Le temps de faire quelques kilomètres avec Christian, rencontre avec Willy Goodson, un carrossier un peu particulier. Il est né en 1955, l'année de la création d'Alpine par Jean Rédélé. Tout un symbole. En train de préparer les bandes de tissu polyester pour mouler une pièce. Et alors ça sert à quoi en fait cette bande polyester? C'est quoi exactement? Ah bah là on travaille avec différentes couches de tissu polyester afin de créer la pièce détachée. Alors ces bandes là, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Donc là, on emmène le tissu afin de le mouler. Hein. Donc on a la préparation du moule. Ça, c'est un moule de capot arrière. On prépare le moule, on cire le moule, on gel-cote le moule. Et après, environ après 8 heures, on laisse sécher bien sûr le gel-cote. Et on applique une résine polyester au pinceau. Et on vient superposer nos couches de tissu sur le moule. Et après, on superpose différentes couches de tissu polyester afin de donner de la rigidité à la pièce. Et là, on applique. Donc après durcissement et tout, la pièce est moulée dans le moule et ça devient une pièce qui est complètement rigide comme ça. Et ça c'est solide, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, c'est du tissu polyester imprégné, il y a du roving, c'est un tissu de verre qui est très solide et tout, et on n'a aucun problème de solidité de cette pièce. C'est même plus résistant que certaines carrosseries. Ce qui est bien, c'est que là, donc ça c'est les pièces qui ont durci, qui ont été imprégnées. À la fin des années 70, je courais en Alpine. Les gens de chez Alpine avaient entendu parler de moi. On est passé à la Renault 5 Turbo qui était la digne héritière de la berlinette Alpine. Et à force d'aller à l'usine Alpine chercher les pièces détachées et tout, on a côtoyé des gens qui sont venus me voir pour me dire, ben voilà, nous on fabrique des voitures neuves, mais aujourd'hui on cherche quelqu'un pour pouvoir les restaurer et les reconstruire. Donc après plusieurs années de travail avec l'usine Alpine Dieppe et tout,
un jour en discutant et tout, j'ai fait une proposition pour pouvoir acheter les moules à l'usine. À force des années de travail et de fidélité à la marque et tout, on a pu racheter les moules chez Alpine, quoi. Donc après avoir fabriqué toutes nos pièces, tous nos ouvrants, maintenant on passe à la phase assemblage de la caisse et du châssis. Donc l'Alpine berlinette, c'est un châssis poutre avec toute la carrosserie est en polyester. Et c'est l'assemblage de ces deux pièces qui fait l'ensemble châssis-carrosserie de la voiture. Donc c'est monté sur un marbre et c'est monté avec des gabarits de montage et d'assemblage afin de réaliser une parfaite opération d'assemblage de l'ensemble. Tu as préparé la carrosserie, tu es prêt à mettre les sous-couches sur la carrosserie. Donc là, on prépare l'après-polyester qui va apporter une finition à la carrosserie. Je suis devenu carrossier dans les années, à la fin des années 70. Ayant acheté ma première berlinette en 77, j'ai commencé à faire du rallye. Et je travaillais sur Amiens avec un de mes anciens patrons qui, lui, faisait les assistances sur les Austin Cooper. Donc en fin de compte, j'ai côtoyé plein de gens qui avaient côtoyé le monde de la compétition et du rallye. Et quand vous êtes jeune, à cette époque-là et tout, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai commencé à courir avec ma berlinette et tout, et des gens sont venus vers moi, des copains sont venus vers moi en disant « Tu me fais faire un tour, dis donc, je voudrais bien en trouver une, comment je peux faire pour en acheter une, est-ce que tu peux me conseiller ?» Et on s'est retrouvés en 2-3 ans de temps à quelques copains à rouler en Alpine berlinette. C'est vrai que c'était la voiture mythique de l'époque. Dans les années 80, la voiture ne se vendait pas très cher puisqu'il y avait d'autres modèles qui étaient arrivés sur le marché. Et ça permettait à des jeunes pas trop fortunés de pouvoir s'acheter ce genre d'auto. C'est vrai qu'il fallait avoir un petit peu la caisse outil, il fallait avoir un peu de notion de mécanique et tout, mais c'était quand même une voiture qui était facile à entretenir du fait qu'elle était fabriquée avec des éléments de la gamme Renault de l'époque. Donc c'est une voiture qui était une voiture complètement artisanale et qui est facile à réparer. L'avenir, on est comme tout le monde, on vieillit, les années passent. En fin de compte, je ne me suis pas aperçu que j'arrivais avec 42 années de carrière. Donc j'envisage de transmettre mon entreprise aujourd'hui à celui qui aura la motivation de la faire continuer. En fin de compte, cette voiture, elle est très agréable, il faut commencer à 4000 tours. En dessous de 4000 tours, elle avance pas, quoi. Oui, si on veut. Ouais. Au-dessus de 4000 tours, oui, elle donne vraiment au-dessus de 4000 tours. Ce qu'il faut pas hésiter, en fait, c'est à monter les régimes quand même. Ah, ouais. Et en conduite, moi, normale, je tourne autour de 7000, 7005. Je vais pas... Par contre, sur un circuit, quand je vais au circuit 3, là, je la monte à 9. Ouais, d'accord. C'est une voiture qui tourne très vite, qui monte vite dans les tours. Absolument. Et... Là, normalement, j'aurais changé de vitesse. Ouais. Mais là, je ne le fais pas. Par contre, là, elle a de la pêche. Ouais. Et quand on compare, j'ai regardé des petites comparaisons avec les autres voitures de l'époque.
si on la compare à la Honda S800 qui est une 800 cm3 pour 78 chevaux, hein, on avait la Triumph Spitfire MK3 qui était un 1300 et qui développait 76 chevaux, donc la même puissance, pratiquement le double en cylindrée. La MG Midget, pareil que la Triumph, c'était un 1300. Et là, on n'avait que 65 chevaux. Et à la même époque, avec un prix un peu inférieur, on avait la Fiat 850 Sport, qui était elle à 900 en cylindrée aussi, mais là qui ne développait que 52 chevaux. Hein. Donc on voit que le motoriste Honda avait mis tout son art. On peut presque le comparer à Abarth un peu. Hein. Effectivement, c'est sûr que je pense que c'était la volonté de Soichiro Honda, c'était la performance. Alors effectivement, une voiture de 800 cm3, il y en avait, c'est pas extraordinaire. Aujourd'hui, effectivement, 800 cm3, il y en a plus. Beaucoup d'ailleurs se sont retournés avec cette voiture parce que c'est une propulsion, il faut quand même avoir un peu le pied léger. Ah, il faut la maîtriser, bon, ben, autant. Il faut la maîtriser, c'est une propulsion. Une voiture qui est très confortable. Hein, c'était que 2 places, mais très confortable. Ah, on a la place. On pourrait dire que les Japonais ont fait que c'était des très petites voitures, mais une fois qu'on a glissé dedans, oui. C'est pas mal. Enfin, il faut relativiser. Là, avec mon mètre 82, j'ai les genoux qui sont coincés partout et je peux plus bouger, quoi. Ouais, effectivement. Bon, bah, super balade, hein. Ah oui, super voilà, balade. C'était très agréable. On pourrait ça oui. La balade au Spirou. La balade au Spirou. C'était la voiture de... Voilà, bah, je te remercie. Ça a été un super moment. Eh ben, Jean-Marc, je te remercie aussi parce que ça fait plaisir de parler d'un petit véhicule, on va dire, entre guillemets, particulier. Voilà, absolument. Et que peu connaissent et surtout ont eu la chance de pouvoir conduire. Ok. Christian, bon. À très bientôt. Je te laisse continuer bientôt. Ta balade de ce magnifique parc de M. Betrancourt. Oui. Voilà. Oui, qui m'a invité pour visiter un peu ses avions. Eh bien, encore très bien. Merci. Allez, à très bientôt. Au revoir. Superbe balade avec ce magnifique cabriolet S800 de chez Honda. Notre ami Christian intarissable. Et comme d'habitude, vous connaissez déjà le principe. Un homme, sa voiture, leur histoire commune. Un nouvel épisode, à très bientôt. Salut, au revoir. Et n'oubliez pas, la sagesse fait durer, mais les passions font vivre.